parti très sérieusement d'un sondage qui est fait tous les ans à la même époque, en septembre, par le très sérieux quotidien La Croix. Et tous les ans, les chiffres sont un tout petit peu plus consternants pour l'ensemble de la profession, parce qu'il en ressort en gros que 6 Français sur 10 estiment que les journalistes ne sont pas indépendants des pouvoirs politiques et économiques. Donc je me suis dit, puisque apparemment les Français s'interrogent et ont des doutes sur nos relations plus ou moins incestueuses, je vais raconter, comme j'ai eu le privilège de vivre de près certaines situations pendant un certain nombre d'années, 35, je vais raconter vraiment au quotidien comment ça se passe, mais vraiment au quotidien, les rapports avec les hommes politiques et puis l'ambiance dans les rédactions, notamment la veille des grands choix économiques. Donc le point d'interrogation, ce sont aux lecteurs de se faire leur opinion, de savoir si on est des bons toutous bien gentils, bien sages, ou est-ce qu'on est des vilains roquets. On va y revenir tout à l'heure parce que c'est tout à fait important, mais vous parlez de l'idée de ce livre, venu à un moment bien précis. Vous racontez une histoire concernant M. Dacier, que tu vois dirige ITélé. Et à ce moment-là, vous avez l'idée de faire ces livres. LCI, voilà, tout à fait. À ce moment-là, vous avez eu l'idée de faire ces livres-là. Pourquoi c'est lui qui vous a donné cette idée de faire ces livres-là? Parce que vous en avez fait d'autres, depuis 1987 d'ailleurs. Ouais. Justement, le vrai déclic, bon, je vous dis, c'était ce qui m'a interpellé, c'est ce sondage, parce que je me suis dit, si les Français ont des doutes, il faut que je raconte mon modeste expérience. Je ne prétends pas du tout que ce soit général, et d'autres pourront écrire d'autres livres qui raconteront un autre scénario. Et effectivement, ce qui a été l'élément déclencheur, c'est quand j'ai appris que LCI avait décidé de retransmettre en direct tous les mercredis vers midi, en direct donc et en intégralité, comme dirait l'autre, le compte-rendu des conseils des ministres, qui souvent n'a aucun intérêt journalistique, parce qu'il faut bien savoir qu'un conseil des ministres, c'est essentiellement revaloriser la fonction de garde-pêche, ce genre de choses, quoi. Il y a des lois qui sont extrêmement précises, techniques, et qui ne sont pas très intéressantes d'un point de vue grand public. Mais ça m'a un peu interpellé, parce que le hasard a fait que mes 2 premiers directs, le premier pour Radio Monte-Carlo en 73... Olivier Stier. Oui. Là on n'a pas payé les journalistes qui viennent aujourd'hui. Donc, mon premier direct à la radio, à Radio Monte-Carlo en 73, et mon premier direct à la télévision, à TF1 en 75, ont été justement un conseil des ministres où je mettais mon micro sous le nez du ministre. Donc ça m'a amusé de voir qu'il y avait des jeunes journalistes qui revivaient ce que j'avais vécu il y a à peu près 35 ans, et je me suis dit peut-être que la boucle est bouclée, quoi, quelque part. La boucle est bouclée, mais on n'a pas l'impression que la boucle soit bouclée lorsqu'on lit au quotidien justement vos chroniques. Et on a l'impression que, certes, beaucoup de choses sont évoluées, changées, mais il y a un esprit qui demeure, j'ai l'impression. Oui, non, mais il y a encore une fois comparaison n'est pas raison. Donc, moi j'ai démarré donc en 73, c'était sous Pompidou qui nous expliquait que la télé et la radio c'était la voix de la France. Et bon, à l'époque il y avait 2 ou 3 chaînes, je ne me souviens plus à quelle année la 3 a été créée, dans ces années-là à peu près. Donc il y avait 3 chaînes grand maximum, il y avait 4 ou 5 radios grand maximum, donc c'était effectivement, si on voulait mettre quelque part le couvercle sur ces médias, c'était relativement facile parce qu'il suffisait de 5 ou 6 couvercles. Ça peut se surveiller dans une cuisine, 5 ou 6 couvercles. Maintenant, effectivement, le paysage audiovisuel a totalement explosé ou implosé. Maintenant, il y a au moins 20 ou 30 chaînes de télévision en France, et il y a 200 ou 300 chaînes de radio. Donc, si le pouvoir politique, quel qu'il soit, voulait s'amuser à mettre un couvercle sur chaque radio et sur chaque télévision, ça demanderait 300 ou 400 couvercles, donc c'est pratiquement impossible. Et en plus, maintenant, il y a un élément nouveau et qui n'existait pas par définition il y a 20 ou 30 ans, c'est Internet, avec un certain nombre de sites d'information qui font que, justement, ce sont des sites qui sortent des informations qui ne sont pas forcément, justement, données par les grands médias traditionnels. Donc, encore une fois, c'est pratiquement impossible. Si un pouvoir politique, quel qu'il soit, voulait absolument museler ces médias, c'est même techniquement devenu impossible. Donc, effectivement, le paysage a totalement changé par rapport au début du livre. Oui, en même temps, justement, le point d'interrogation est tout à fait essentiel et important pour comprendre aussi la démarche de beaucoup de journalistes. On va donner quelques exemples tout à fait précis. Des gens qui, à un moment donné, ont résisté plus ou moins au pouvoir politique. Vous parlez, par exemple, dans les livres, c'est en 1979, je crois, l'affaire des diamants, entre autres. Donc, il avait les présentateurs vedettes de la télé en France. Et lui, il n'a pas eu peur de tenir justement tête, c'est Roger Giquel. Et on s'aperçoit que les journalistes courageux, ça existait, ça a toujours existé, et que c'était pas trop compliqué non plus de tenir tête. Ouais. Hein?
Alors en 2 mots, je raconte parce que vraiment rapidement. Donc en 79, on apprend donc c'est le Canard enchaîné, puis le Monde relaie l'information selon lequel Giscard aurait touché des diamants de Bokassa. Et effectivement, en conférence de rédaction, il y a 2 conférences quand on fait un journal télévisé. Il y en a une à 9h, 9h30 le matin, et une à 3h, 3h30 l'après-midi. Et donc à la conférence de 3h30, tout le monde avait le Monde sous le nez. Donc c'était un peu la catastrophe, parce que le Monde avait fait son gros titre sur l'affaire des diamants. Et effectivement, la plupart des responsables à l'époque, la télévision était éminemment giscardienne, regardaient leurs chaussures et étaient blancs comme s'ils avaient appris que leur famille avait été anéantie dans un incendie. Donc la tentation était grande d'évacuer cette information au maximum. Et effectivement, Roger Giquel, qui à l'époque était le présentateur incontesté et très très populaire, a dit mais il est absolument hors de question qu'on étouffe cette information, c'est très important. On va faire l'ouverture dessus et on va consacrer le temps qu'il faut. Donc les responsables de la rédaction ont été obligés d'obtempérer, mais vraiment de mauvais gré, parce qu'ils étaient très inquiets du courroux élyséen possible. Et bon, cela dit, donc Giquel a fait son travail courageusement et on a traité l'information normalement. Mais comme par hasard, un an ou un an et demi après, parce que la vengeance est un plat qui se mange froid, Roger Giquel a été gentiment poussé vers la porte de sortie, quoi. Et de même, bon, pour mémoire, à l'étage au-dessus, puisqu'à l'époque on était dans les mêmes locaux rue Cognac-G, sur Antenne 2 à l'époque, Claude Sérillon voulait faire ça, qui était chargé de la revue de presse à 13h, voulait faire lui aussi le lendemain sa revue de presse sur l'affaire du diamant, et El Kabbach à l'époque, qui était directeur de l'information, lui a dit on n'est pas question, et donc Sérillon a été éjecté de la présentation de la revue de presse. Donc ça a fait tout de même beaucoup de remous. Mais El Kabbach, justement, concernant cette affaire, après on va passer à autre chose, et je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression. Il aurait tiré au sort avec Alain Duhamel, qui des deux posait la question gênante à Valéry Giscard d'Estaing. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Non, absolument, oui, absolument. Maintenant, bon, ça fait partie de l'histoire, donc il y a prescription. Effectivement, bon, après, au bout de 3 ou 4 mois, Giscard s'est invité à la télévision, et puis donc c'était toujours les mêmes qui interviewaient, Alain Duhamel et El Kabbach. Et effectivement, ils ne pouvaient pas ne pas poser la question, sinon ils se seraient ridiculisés aux yeux de l'ensemble des téléspectateurs. Mais effectivement, comme c'était un terrain extrêmement miné, parce que Giscard, manifestement, n'avait vraiment pas envie d'en parler, il trouvait que c'était un crime de lèse-majesté, ils ont effectivement tiré au sort qui poserait la question à Giscard. Mais en même temps, si on extrapole, pas simplement sur cette affaire-là, parce que c'est un exemple parmi d'autres, concernant la presse en général, les journalistes en général, et la presse à la française, il y a toujours cette idée, cette question-là du droit des suites. En général, souvent, lorsqu'on a des gens au pouvoir, on pose une question parfois gênée, mais on ne pose pas jamais la deuxième question qui est celle-là peut-être la plus intéressante. Voilà, exactement, c'est un des problèmes de l'interview en France, notamment au journal télévisé, parce que les interviews font 3 ou 4 minutes, donc ça va très très vite. On a très rarement ce qu'on appelle effectivement le droit de suite, c'est-à-dire que si le responsable politique prend un peu des chemins de traverse, botte en touche, comme on dit au rugby, il est très difficile de le remettre sur les rails et de dire non, la question était celle-ci, je vous la repose, ou alors vous dites ça, mais il y a 6 mois vous disiez exactement le contraire, etc. Enfin bon, pousser un peu les gens dans leur retranchement, c'est extrêmement difficile. C'est dû à quoi en fait? Parce que je pense que c'est quelque part un peu dans nos gènes, c'est qu'on est dans une monarchie républicaine, quoi qu'on en pense, depuis De Gaulle, quoi, en gros, et qu'on est dans la révérence vis-à-vis du monarque républicain, et que c'est très très délicat, je le sais parce que j'ai pratiqué l'exercice, c'est pratiquement impossible de dire au souverain, excusez-moi, sire, mais vous dites une ânerie, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que pour prendre un exemple caricatural, quand Chirac a un peu poussé dans ses retranchements sur ces histoires d'argent pas toujours très très clair, a dit mais ces histoires sont abracadabrantesques et puis tout ça a fait pchit. En fait, il prenait un peu ses désirs pour des réalités parce qu'il avait même 3 ou 4 juges à ses trousses. Et effectivement, mes aimables confrères ne lui ont pas dit non, ça fait pas pchit, excusez-nous, mais vous avez 4 juges d'instruction qui voudraient vous rencontrer, etc. Donc, il a botté en touche et hélas, malheureusement,
on est passé à la suite de l'ordre du jour. Mais je pense que c'est très français ça. Bon, c'est impensable. Mais parce que vous c'était un préambule d'Arrater, par exemple, d'Arrater, c'est la presse américaine qui a un modèle différent, et là, les chiens aboient. Exactement, oui, exactement. Ils mordent même quelquefois cruellement. C'est vrai, quand on voit le sort qui a été réservé à Clinton, même qu'on a harcelé de façon invraisemblable à la télévision pour une malheureuse histoire de relation sexuelle avec une stagiaire, et qu'il a failli démissionner, et que les journalistes lui posaient des questions incroyablement impudiques et précises sur sa vie sexuelle, etc. Enfin, quand on se souvient de ça, et quand on voit de la façon dont tous nos présidents ont été traités par les journalistes français, vraiment, encore une fois, dans la déférence, dans la révérence, on n'imagine pas poser le quart de ces questions. La preuve, c'est que c'est peut-être par hasard si les 2 seules fois où une interview présidentielle ont été arrêtées. La première fois, c'était Mitterrand qui était un peu titillé par 2 journalistes belges sur les écoutes téléphoniques à l'Élysée. Et à un moment très énervé, il a dit « bon, on arrête l'interview, je ne veux pas parler de ça, il n'y a pas d'écoute, etc. » Et mes confrères belges se sont retrouvés avec un siège vide. Jamais du direct. Voilà. Oui, c'était enregistré. C'était enregistré. Et l'autre fois, c'était Sarkozy avec une consoeur américaine qui a fait son métier en lui parlant de Cécilia, puisque c'était au moment du divorce. Et Sarkozy, pareil, furieux, a enlevé son micro et a dit « j'arrête l'interview » en qualifiant de son porte-parole, David Martinon, d'imbécile. Donc c'est peut-être par hasard si les 2 seules fois où il y a eu un incident, les interviews étaient menées par des journalistes étrangers. En France, on n'a jamais eu ça.